Donc, on est parti. On commence par, du coup, l'équipe, bien évidemment. On va présenter le core team. Je ne vais pas présenter toute l'équipe de Kant parce que de toute façon, ils ne sont même pas tous affichés sur le site web. Donc, on va vraiment se concentrer sur le core team de Kant, donc les personnes, on va dire, les plus importantes de Kant. Donc, parmi celles-ci, on trouve donc Martin Erdgrive, Lara Verdjian, qui est la femme de Gilbert Verdjian, et Peter Mariussen. Donc, Martin Erdgrive, donc du coup, est chef de produit chez Kant. Donc, en expérience, il a fait 12 ans chez Vocalint, donc Vocalint qui est une filière de Mastercard. Donc, il a fait divers postes à responsabilité, comme vice-président de la gestion des produits. Et ensuite, Laura Verdjian, directrice des opérations, qui a également fait 4 ans chez Deloitte en tant que directrice. Ensuite, nous avons Peter, donc directeur général de la technologie, qui lui a fait 8 ans chez Total Energy en tant que développeur senior. Donc ensuite, nous passons directement à la deuxième partie du core team. Donc Andrew, Hélène, alors désolé pour ce monsieur Geek, désolé si je le prononce mal, et docteur Luc Reilly. Donc Andrew, qui est directeur général du marketing. Donc il est pareil également à plusieurs postes de directeur et de chef marketing, notamment également à la Deutsche Bank pendant 3 ans. 8 ans chez Swift, sur divers postes responsables des relations publiques et de la communication événementielle au niveau mondial. Hélène, qui n'a pas forcément un très gros background, mais qui est avocate générale pour Kant, et son expérience de tout ce que j'ai vu sur LinkedIn, elle a fait majoritairement des postes de directrice juridique dans plusieurs entreprises. Alors, Kadik, directeur général des opérations, secteur Amérique. Donc, il est le président et PDG de l'entreprise Advanced Computer Care depuis 26 ans. Et ensuite, nous avons Dr Luc Reilly, responsable de l'innovation. Donc, il est co-responsable du module en ligne sur la technologie des DLT et des crypto-monnaies, directeur technique à King's College London. Retenez King College London, on en reparlera par la suite. Alors, il y a pas mal de choses, je veux vous dire. Retenez, on en reparlera plus tard. Donc, n'hésitez pas à noter. Et puis, si vous voyez que j'oublie, parce que c'est possible que je puisse me perdre en chemin, vous pourrez me le rappeler. Donc, King College London, on en reparlera par la suite. Ensuite, nous avons Rebecca, Christopher et Andy Nelson. Donc, Rebecca pour la responsable des communications. Donc, pareil, chef de groupe senior marketing crypto chez International SOS pendant 11 ans. Christopher Harrelson, chef de l'ingénierie, donc son expérience, donc pareil, chef des services ingénierie technologique dans diverses entreprises. Et Andy Nelson, chef des systèmes et de l'architecture, donc qui travaille justement sur des postes, qui était directeur d'ailleurs sur des postes sur l'informatique et sur les opérations cloud. Et il a fait aussi un poste chez Illumina, qui est une entreprise dans le domaine du génétique. Donc là, on arrive sur la partie, on va dire, advisoring. Alors, Kant n'a pas d'advisor à proprement dit. Ils ont des directeurs du conseil d'administration. Donc, il y a, je ne sais pas beaucoup de projets crypto, j'ai pu voir des directeurs du conseil d'administration, alors que dans la majeure partie d'entre eux, nous verrons juste advisor. Donc, qui sont ces deux messieurs? Deux dinosaures, vous allez me dire, vu les photos, on voit tout de suite qu'ils sont assez âgés. Et ils ont aussi une très grosse expérience. Donc, nous avons Guy Dietrich, qui était directeur général de chez Rockefeller Capital Management et également associé dirigeant chez Dietrich Capital. Mais il a également fait directeur général pendant 26 ans chez Morgan Stanley Smith Barney. Donc voilà pour Guy Dietrich et Nelson Smith, vice-président de Comcast Corporations, directeur de Qualcomm et ex-vice-président d'AOL. Donc on va s'attarder un peu sur ces deux messieurs. Donc pour certains, ceux qui ne connaissent pas du coup forcément Comcast, donc Comcast aujourd'hui c'est une très très grosse société. C'est une très très grande société qui est d'ailleurs assez vieille, vous pouvez le voir ici, 28 juin 1963. Donc, c'est un groupe de médias américains dont le siège est situé à Philadelphie, en Pennsylvanie. Comcast est le premier câbleau opérateur américain. Comcast a aussi des intérêts dans l'électronique grand public, dans les chaînes de télévision, dans le cinéma, à la suite du rachat de NBC Universal. Pour vous donner une petite idée de
qui est Comcast. Vous avez la Century Fox qui est ici, Disney qui est ici, et Comcast qui est tout au-dessus. Donc ça, il faut savoir que c'est voilà, leur total en termes de capitalisation, hein, donc 186 billions de dollars, contre 95 contre Disney et 52 chez Fox. Qualcomm, pareil pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, donc si vous avez un smartphone, Qualcomm n'est jamais très loin derrière, en sachant que c'est une très très grosse entreprise technologique, justement dans le domaine des mobiles. Donc il me semble même que Qualcomm est très bien passé en termes d'entreprise. Rockefeller Capital. Donc Rockefeller Capital, comme je vous l'ai dit, il me semble lundi quand j'étais passé pour parler de Kant, c'est une société qui s'occupe des ultra-riches, majoritairement. Il le marque même ici, aux familles très fortunées. Donc, son ancien directeur, qui est donc Guy Dietrich, pardon, j'ai du mal avec son prénom, et maintenant, aujourd'hui, conseiller d'administration chez Kant. Donc, ce qui est important de noter là, c'est pas autant son expérience, voilà, elle est là, elle est significative, hein, mais c'est le network que cette personne a créé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a énormément de contacts, et des contacts fortunés. Et il y a même, je pense, des sociétés également derrière. Donc, ce qui va être intéressant de noter, c'est leur network à ces deux messieurs, parce que nous allons voir également pour Neil Smith, voilà, on prend aussi Morgan Stanley, donc, où Guy Dietrich était aussi directeur, un réseau de 17 000 représentants sur 740 sites. Donc, c'est énorme, hein, en gérance de 1,7 billion de dollars d'actifs clients. Donc, c'est colossal. Et là, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le network que ce monsieur a pu créer par la suite. Et ensuite, on termine, bien évidemment, par le PDG de Kant, Gilbert Verdian, qui a fait couler un peu d'encre ces derniers temps. Donc, Gilbert Verdian. Donc, il faut savoir qu'il a un CV assez conséquent également, qui est très représentatif au final de ses conseillers d'administration et ainsi de toute l'équipe du core team de Kant. Donc, en expérience, directeur général de la sécurité informatique chez Vocalink, donc au même endroit que Martin Grieve. D'ailleurs, il me semble que c'est là qu'ils se sont rencontrés. Directeur principal, secteur sécurité chez Huawei, CEO et CTO adjoint pour le Trésor de Sa Majesté. Projet et programme de sécurité chez HSBC, responsable de la sécurité au ministère de la Justice anglaise. Donc ça, c'était pour les postes, on va dire, rémunérés. Mais il faut savoir que derrière, Gilbert Verdian a aussi fait beaucoup de volontariat. Donc, comme je le dis ici, Gilbert a également fait beaucoup de volontariat dans des entreprises comme la Banque d'Angleterre, la Réserve fédérale, la Commission européenne ou encore la Digital Pun Foundation, qui est actuellement l'endroit le plus récent où il fait du volontariat. J'ai d'ailleurs pu vous partager quelques documents et quelques vidéos de la Digital Pun Foundation. Mais également, sur cette partie-là, je vous ai caché un petit truc en bas que je n'ai pas mis volontairement. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, il a été récompensé par le Cyber Security Award en 2017. Il est également le fondateur de Blockchain ISO Standard TC307. Et comme je le dis, justement, parlons-en. Donc, le TC307 compte actuellement des représentants de plus de 50 pays. Sur les 5 continents, sont représentés avec 42 membres participants, tels que l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Irlande, le Canada, le Cambodge, le Brésil, le Danemark, le Japon, l'Allemagne, l'Australie, Israël, l'Australie, la Russie, la Chine ou la France. Et 12 membres en observateurs, comme l'Argentine, la Slovaquie, l'Iran, le Kenya, le Maroc, les Philippines ou l'Estonie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, il y a pratiquement une grosse partie des pays au monde qui travaillent sur cette norme. Et d'ailleurs, sur les 42 membres, il me semble qu'aujourd'hui, c'est augmenté à 50. On peut également retrouver cet ISO TC307 sur le site de la Commission européenne. Donc, si vous voulez le trouver, tout simplement, vous cherchez les normes blockchain sur le site de la Commission européenne et vous retrouverez un peu plus bas sur cette image. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, ne vous inquiétez pas, vous savez que je suis un fan des liens, je vous en partage toujours durant les lives. Vous en aurez également à la fin du live. Donc, pour finir sur l'équipe de Kant, donc selon LinkedIn, l'entreprise Kant a aujourd'hui à peu près 71 employés.
Il faut savoir, hein, je voulais partager sur le Telegram du DCA+, que Kant faisait partie des projets qui, malgré le bear market, où beaucoup de monde licenciait des personnes, Kant embauchait. Kant embauche encore actuellement. Il faut savoir qu'ils sont encore à la recherche désolé pour la vitesse, ils sont encore également à la recherche d'employés. Donc voilà, posté il y a 8 jours, en sachant que j'ai fait le screenshot cet après-midi. Hein. Donc il y a 8 jours, il y a 13 jours, il y a 1 mois, il y a 3 mois, il y a 3 mois. Donc c'est une entreprise qui arrive à grandir malgré un marché baissier. Là, on voit que des sociétés, vous voyez, comme Crypto.com, qui a licencié énormément de monde, etc. etc. Hein. On va pas ressortir les dossiers d'il y a quelques mois, mais il y avait énormément de licenciements. Là où Kant n'en a fait aucun. Donc c'était pour la présentation de la team. Maintenant, on va s'attaquer à qu'est-ce qu'ils vont produire. Donc, je ne voulais pas marquer entièrement OVL. Alors OVL, c'est l'abréviation de Overledger. Vous pourrez également le trouver sous le nom de OVN, Overledger Network. Donc si vous croisez un jour OVL ou OVN, il y a des chances que ça parle de l'Overledger. Alors, contrairement à tout ce qui a été dit hein, par de nombreuses personnes sur Twitter également, hein, l'Overledger n'est pas une blockchain. Je l'ai dit pendant le live communautaire, certains s'en souviennent, je pense. Donc, l'Overledger est un système d'exploitation basé sur le cloud, qui connaît de nombreux DLT et d'autres systèmes basés sur des API. Il expose leurs fonctionnalités combinées via une API unique et leur permet de coordonner les transactions et les processus commerciaux sur tous les DLT connectés et les systèmes basés sur des API. Voilà, qu'est-ce que l'Overledger? Donc, l'Overledger intègre 1. Les systèmes existants, 2. Les blockchains et DLT permissionnés, d'entreprise ou non, et 3. Les blockchains et DLT publics. Donc ça, c'est une information. Pareil, retenez système existant. On en reparlera par la suite. Donc, excusez-moi. Donc ça, c'est une image à prendre en compte à moitié. C'est juste surtout vous présenter, voilà. Ce côté-là, ne prenez pas forcément en compte, c'était une vieille image. Hein. C'est encore l'ancien logo de Kant. C'était au début de Kant quand ils ont présenté leur white paper. Ils nous avaient partagé ça, mais c'est pour vous donner un peu une idée de comment va fonctionner l'Overledger, typiquement. Donc, vous avez les autres blockchains, donc les blockchains publiques, les blockchains permissionnées, et on pourra parler aussi des blockchains fédérées et des blockchains hybrides. Mais ça sera à l'occasion d'un autre sujet. On en reviendra peut-être un peu sur les blockchains fédérées par la suite également. Alors, les DLC permissionnés. Donc, vous l'avez tous vu hein, sur le Telegram, je vous l'ai partagé, donc je ne vous ai pas mis de screen de toutes celles-ci, parce que c'est des choses que j'ai partagées souvent. Donc, on sait qu'aujourd'hui, Hyperledger fabrique, je ne l'ai pas précisé, mais je le précise là, est aujourd'hui connecté à l'Overledger. On a également Quorum. Hop. Et la question de Quorum, c'est Consensus. Parce qu'on sait maintenant tous que Quorum a été racheté par Consensus. Il n'y a pas si longtemps que ça, le 25 août 2020. Voilà. Consensus, une société de logiciels blockchain leader du secteur, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Quorum, une variante d'entreprise de la version de la blockchain d'Ethereum développée par JP Morgan. Donc aujourd'hui, la question est, est-ce que ce partenariat, il y a là, enfin, cette connexion-là est encore viable? C'est la grande question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Aujourd'hui, de ce que j'ai du retour du Telegram de Kant et de toutes mes recherches, c'est oui. Donc le Quorum a été très très peu modifié par Consensus. Hein. J'ai juste partagé ça pour vous montrer que voilà, Consensus a également travaillé sur Quorum avec les Consensus Rollup. Donc bon, je vous laisse lire un peu le texte, mais moi ce que je regarde surtout, c'est sur les manières d'Ethereum, on est à 15 transactions par seconde. En implémentant la technologie Consensus, une blockchain privée pourra monter jusqu'à 10 000 transactions par seconde. Donc, de toute façon, ça reste un gros sujet, hein, les blockchains permissionnées et non permissionnées. Et on en reparlera peut-être aussi par la suite sur la conclusion, parce que je vais vous partager mon point de vue là-dessus et vous exposer pourquoi aujourd'hui Kant est dans mes investissements. Donc, nous avons Ripple et forcément diverses versions d'Ethereum Enterprise.
Alors, j'ai omis volontairement 2 blockchains sur les DLT permissionnés, parce que ces 2 blockchains dont on va parler par la suite, parce qu'ils ont des partenariats avec, ils ont fait des choses avec, mais il faut savoir que c'est des blockchains qui n'ont pas été stipulés par Kant, hein, vous pouvez chercher sur le blog de Kant, vous le trouverez pas. Mais moi, je vais vous les partager. Donc, les DLT publics, hein, donc je dis DLT, mais c'est blockchain également, hein. C'est juste que DLT, ça va plus. Donc, Bitcoin, Ether, Binance Smart Chain, Polygon, XDC, Polkadot et IOTA. Donc, on ne va pas s'attarder tous dessus, vous les connaissez tous. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire de rentrer dans les détails des DLT publics. Donc, voilà pour l'Overledger. Donc, forcément, l'Overledger va être alimenté par un token, le QNT. Donc, par rapport également, je reviens à tout ce qui était dit sur Twitter, etc., où beaucoup de personnes ne comprenaient pas forcément l'utilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le QNT, c'est vraiment dans le cœur de l'Overledger. Si tu n'as pas de QNT, tu ne fais rien avec. Tu fais rien avec l'Overledger parce que le QNT va te permettre de payer ta licence, va te permettre de payer les transactions, que ce soit même les smart contracts, c'est tout. Enfin, il va servir pour absolument tout. Donc, plus par la suite, quand il y aura également des maps. Donc, les maps sont les applications sur diverses DLT qui vont pouvoir être interopérables, justement. Et il faudra également du Kant. Donc, le QNT sera vraiment nécessaire à l'Overledger. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, je tenais aussi à clarifier une chose en revenant sur la token economics. Vous pouvez aller sur Etherscan et vous allez voir ceci. 45 millions de tokens. Alors, il faut savoir que les 45 millions, attention, c'est marqué là, le max total supply, c'était la théorie, c'était le nombre théorique que Kant voulait produire au maximum de jetons. Seulement que ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on est bien à 14 millions de jetons. En sachant que je vais encore rajouter un truc par rapport à CoinGecko. Donc, ce nombre-là est bon. Ce nombre-là est bon. Et il faut savoir que ce nombre-là, par contre, il y a une légère petite erreur de 1 million. Ce n'est pas 14 millions de tokens en circulation, on est autour des 13 millions, parce qu'il faut savoir que l'équipe n'a pas vendu ces tokens. Il en reste 1 600 000, je crois, à une centaine, à quelques milliers près, quoi. Donc, il y a encore les tokens de l'équipe à vendre. Donc, mais ils ne sont plus lock, donc ils peuvent les vendre à tout moment. Donc, c'était grosso modo pour le token QNT, hein, mais retenez bien que c'est vraiment le cœur de l'Overledger. Donc, les partenariats annoncés. Alors là, on va commencer à développer sur certaines entreprises, d'où la première, Oracle. Alors, Oracle. Alors, Kant, donc l'Overledger de Kant était certifié par Oracle. Donc, il faut bien comprendre un peu l'étendue de cette certification, qui est pour moi, a été pour moi, l'annonce la plus colossale de Kant en 2021, c'était celle-ci. Même le listing sur Binance, c'est pour moi moins important que justement cette certification. Donc déjà, il faut comprendre dans la base qui est Oracle. Donc Oracle est une entreprise américaine créée en 1977. Donc ses produits phares sont le système de gestion de bases de données d'Oracle Database, etc., etc. En 2019, Oracle était la deuxième plus grande entreprise de logiciels en matière de chiffre d'affaires et de capitalisation boursière, en sachant que la première était Microsoft. Donc ça, c'est déjà un point qui est extrêmement important à mettre en avant. Donc la capitalisation boursière d'Oracle, donc capitalisation 218 milliards, chiffre d'affaires en 2018 40 milliards, ce qui est colossal, hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est des chiffres qui sont exorbitants. Leurs clients. Donc aujourd'hui, il faut savoir que Oracle, c'est un peu plus de 400 000 clients. Donc parmi ceux-là, on va juste noter ça, donc 300 000, 400 000, ça varie en fonction des endroits où vous prenez les chiffres, mais on va dire approximativement 400 000 clients, dont la totalité des entreprises du classement des Fortune 100. Ça, c'est encore une autre chose à noter. Représente une grande variété de secteurs d'activité dans plus de 145 pays à travers le monde. Oracle propose une offre complète de systèmes et de matériel et de logiciels optimisés et totalement intégrés. Et de là, je vous ai sorti un message de Gilbert Verdian sur le Telegram. Alors, il faut savoir que je me suis retapé les 4 ans du Telegram de Kant.
Donc, je vous ai partagé beaucoup de messages qui datent de 2018, hein, de la naissance de Kant. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses de partage au début parce que c'était une communauté qui était extrêmement petite. Aujourd'hui, un peu moins, mais Gilbert Verdian est un joueur parce qu'il nous file quelques miettes et il nous disent cherchez. Donc, là, c'est totalement d'accord avec lui. La certification d'Oracle est une chose très importante pour nous. Et c'est totalement normal. Oracle Blockchain est maintenant interopérable. Et ça, ils le disent très très bien. Et bon, je vous laisse lire la suite. Moi, je vais plus m'attarder sur celle-ci. Depuis l'annoncement, notre équipe est relativement occupée avec l'entrée de nouvelles demandes de la part des clients d'Oracle. Et ça, c'est encore une autre information qui est relativement importante. Ensuite, nous passons à LikeChain. Alors, LikeChain, leur objectif, comme c'est marqué là, donc j'ai pris majoritairement sur les sites de LikeChain ou des autres partenaires, pas forcément chez Kant, c'était voulu, c'était vraiment voulu. Kant est partenariat avec LikeChain pour faire des recherches sur l'inclusion financière en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc alors forcément, qui est LikeChain ? Donc LikeChain est une alliance mondiale dirigée par le laboratoire d'innovation du groupe IDB Labs. On conclut un partenariat dans le but de développer davantage les écosystèmes basés sur les DLT en Amérique latine et dans les Caraïbes. Dans un premier temps, Kant et LikeChain travailleront ensemble pour maximiser l'inclusion économique et sociale, fournir des capacités d'interopérabilité pour LikeChain et d'autres DLT pris en charge par la technologie Overledger unique de Kant. Fournir la capacité de passerelle d'Overledger aux participants de LikeChain pour s'intégrer aux ressources et au DNL à travers le réseau Overledger, activer des paiements multi-DLT et d'autres capacités grâce à la technologie de jetons multi-DLT en instance du brevet de Kant. On y reviendra juste après. SIA et Nexi. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais omis 2 blockchains permissionnées. Je vous présente la première, SIA Chain. Alors, SIA, Kant et SIA ont testé avec succès l'interopérabilité sur la blockchain. Alors, déjà, la première question qu'on va se poser, c'est qui est SIA ? Bien évidemment. Alors, SIA Chain est une infrastructure privée créée par SIA pour développer de manière sécurisée et protéger des applications blockchain innovantes et basées sur la technologie distribuée. L'infrastructure de SIA peut compter sur environ 780 nœuds. Je vous spoil un peu, les 780 nœuds, c'est des banques. C'est pas n'importe qui. Du réseau en Europe de SIANet. Le réseau de fibre optique à haut débit et à faible latence qui s'étend sur 170 000 km, créé et géré par SIA. Donc jusqu'à présent, SIA était dans son coin et avait un concurrent assez gros qui était Nexi, comme j'ai cité au début de ce slide, Nexi et SIA. Cette année, donc on va d'abord passer par qui n'est pas Nexi. Nexi, une entreprise italienne spécialisée dans les paiements électroniques. Donc ça pareil, c'était une entreprise qui est plus petite que SIA initialement. Mais cette année, ils ont décidé de faire une fusion. J'ai fait une belle faute ici, vous pourrez le noter. Donc une fusion entre Nexi et SIA pour devenir l'un des plus gros leaders de paiements digitaux présents dans plus de 25 pays. Pour vous donner une idée de la fusion, aujourd'hui, SIA et Nexi représentent 2 millions de marchands, 170 millions de cartes bancaires, à peu près 1000 principales institutions financières, 9000 spécialistes de paiement, 300 millions de dépenses annuelles totales en informatique et en innovation, et 65% de la consommation européenne. Donc le but de cette fusion était de créer un géant des paiements électroniques, tout simplement. Donc les contours du rapprochement, la création d'un acteur italien d'envergure européen qui pèsera plus de 15 milliards d'euros de capitalisation boursière et générera un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard. La création d'un nouveau pôle innovation technologique et numérique en Italie et une mise en commun des solutions et des capacités innovantes dans le domaine des paiements numériques. Voilà le but de leur fusion. On a pu également voir que Nexi a racheté PBZ Card, qui est la principale société de cartes de crédit en Croatie, pour une valeur de 180 millions. Et comme vous l'avez tous vu, ça c'est quelque chose qui était relayé et encore relayé sur Twitter, que, là on va parler d'Amazon, mais Amazon avait été sélectionné pour faire des cas d'utilisation de l'euro digital. Mais on peut noter que Nexi également.
Donc, beaucoup se sont attardés sur Amazon. Moi, personnellement, je me suis attardé sur Nexi, que je trouvais bien plus intéressant de mon point de vue. Volo. Alors là, on va parler de 2 collaborateurs de Kant qui sont typiquement des revendeurs. Voilà. C'est que fait Volo? Du conseil en technologie, développement de logiciels entreprises, développement d'applications mobiles et DevOps. Donc, ça sera clairement de la revente. En fait, ils conseilleront leurs clients, par exemple, typiquement, de pouvoir utiliser l'Overledger pour avoir de l'interopérabilité ou pour utiliser la blockchain. Et Nanocorp, qui est une entreprise française, je tiens juste à le préciser, également est un revendeur de technologie, tout simplement. Voilà, sécuriser les infrastructures hybrides par une démarche de supervision systématique et complète que Nanocorp a appelé le Zero Trust Network Traffic Analysis, pour fournir une observabilité intégrale, quelle que soit la complexité des infrastructures. Donc voilà, ça c'était 2 revendeurs, c'est 2 petits partenariats, mais peut-être qu'ils auront leur rôle à jouer par l'avenir. Mobi, donc là on s'attaque à un partenariat beaucoup plus gros. Alors pour certains d'entre vous connaissent probablement Mobi. J'ai eu l'occasion souvent de parler des consortiums blockchain. Mobi en fait partie. Donc Mobi aujourd'hui est en partenariat avec Kant. Donc qu'est-ce que Mobi? Mobi crée des normes, construit l'infrastructure numérique de Web3 pour les véhicules connectés et le commerce de l'Internet of the Things. La prévision de la confidentialité des données fait partie intégrante de la mission de Mobi, de son initiative Trusted Trip et de la nouvelle économie en mouvement. Voilà, clairement, eux, aujourd'hui, ils sont vraiment tournés, de toute façon, ils le marquent ici, est une alliance mondiale à but non lucratif regroupant les plus grands constructeurs automobiles au monde, ainsi que les startups, les OGM, les agences de transport en commun, les assureurs, les fournisseurs de péage, d'autoroutes à péage, des leaders de villes intelligentes, des institutions financières et des entreprises technologiques. Donc pour vous donner, alors désolé, certaines images rendront un peu mal parce que c'était des petites images et en full screen, elles ont un peu tendance à se pixeliser, mais bon, on arrive quand même à discerner pas mal de choses. Donc on voit que la blockchain d'infrastructure sera Mobinet, donc une blockchain d'infrastructure qui était développée par Mobi directement. Leurs partenaires technologiques sont Consensus, R3 et IBM. Donc on va reparler très rapidement de R3 par la suite, et probablement un peu d'IBM. Donc en sachant que voilà, tous les membres, vous en avez une partie, mais c'est énormément de constructeurs automobiles, ils sont tous présents. Voilà, vous avez Groupe Renault, vous avez BM, Hyundai, Ford, Honda, Accenture, dont on va reparler également, mais qui sont partout de toute façon. La Commission européenne qui est ici, et beaucoup d'autres. De toute façon, je vous laisserai faire vos propres recherches sur Mobi et sur tous les membres de ce consortium. Donc, là, pareil, c'était juste un article de presse donc, qui relayait encore, il y a un intérêt croissant pour les fédérations et les normes de l'industrie de la blockchain. Donc, a déclaré le co-directeur et fondateur de Mobi. Les chaînes de blocs permettent un enregistrement transactionnel qui peut être partagé en toute sécurité sur les réseaux d'entreprise en accélérant la transformation numérique des économies de réseau. Les consommateurs et les entreprises bénéficieront de ces actifs et processus de données partagés. Donc voilà, le groupe a travaillé, éco-présidé machin, a travaillé, et ici, nous retrouvons Kant Network, Tezos Foundation, IOTA également, on va parler un peu des projets publics, mais c'est les 3 projets qui sont sortis de justement leur part du travail de Mobi. Et Mobi va également lancer un pilote avec 280 000 véhicules pour justement tester la connectivité entre tous les véhicules, entre les véhicules électriques, entre tous les fournisseurs d'énergie. Il y a un gros travail qui va être fait là-dessus. Et il faut savoir que 180 millions de véhicules, ça représente à peu près 1/6 des véhicules sur le marché au niveau mondial. Simba. Alors Simba Chain. Simba Chain, pareil, donc ce n'est pas une blockchain, même si on pourrait le croire avec le nom Simba Chain. Donc, ont également signé un partenariat avec Kant. Donc, Simba, c'est tout simplement une société qui va être une plateforme de smart contract.
Donc là, je vous ai partagé le tweet directement de Simba, comme quoi, quand il était bien en live sur l'application Simba Chain, quand Mainnet, on le retrouve ici. Donc voilà, Simba est incubé par l'Université Notre-Dame en 2017, après avoir reçu la subvention de la Defense Advanced Research Projects Agency, la DARPA, pour fournir une messagerie de blockchain sécurisée. Depuis, l'entreprise compte plus de 50 employés, créant des solutions technologiques pour des entreprises comme Boeing, l'US Air Force, CAT, TOX et bien d'autres. Simba Chain est guidé par 8 valeurs fondamentales garantissant que tout ce que nous faisons est exécuté avec passion, intégrité et transparence. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la DARPA, c'est une agence qui fait partie du département de la défense des États-Unis, tout simplement. Donc, c'est eux qui ont financé Simba Chain pour justement travailler avec le côté militaire des États-Unis. Donc, je vous ai partagé un autre commentaire dans le Telegram, donc il stipulait « Salut Gilles, quelques commentaires sur Simba Chain. Nous avons un appel avec eux aujourd'hui pour collaborer avec l'US Air Force pour l'engagement et délivrer la technologie pour le côté militaire. » Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Simba Chain assiste pour sécuriser l'US Air Force. Donc, c'est un partenariat qui a abouti, typiquement. Et donc, comme on l'a dit, Simba Chain travaille avec Boeing, CAT, SAP, l'American Navy et l'US Army. C'est vraiment ciblé sur le côté militaire. On fera une pause à la fin des partenariats annoncés. C'est la première pause, donc vous en faites pas. Yes. Ocloud et Quant Network. Donc, Ocloud, si Dos, tu es dans le chat, il y a peut-être moyen que tu connaisses, parce que c'est plus chez toi que chez nous. Donc, pour les systèmes gouvernementaux et les nations. Donc, qui est Ocloud? Ocloud est un fournisseur d'infrastructures de services cloud souverain de l'Australie, exclusivement axé sur les communautés gouvernementales, fédérales, étatiques et locales, et critiques de l'industrie nationale. Nous sommes indépendamment certifiés au contrôle de niveau protégé du manuel de sécurité de l'information de l'Australian Signal Directorate. Donc ça, il faut savoir, c'est un vieux partenariat. Enfin, c'est des débuts de compte. LCX, certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc LCX, aujourd'hui, c'est une plateforme d'échange crypto qui fait partie des plateformes d'échange les plus régulées du marché. Et c'est vraiment leur objectif. C'est vraiment l'objectif. Donc, Quant a signé un partenariat avec eux il y a 2021, voilà, il y a un peu plus d'un an. Donc, ils ont un but précis derrière ça. Avec cette alliance stratégique, nous visons Quant a invité LCX à devenir une passerelle réseau au sein du réseau Overledger. Quant intégrera LCX au sein de son réseau Overledger en tant que partenariat clé. LCX prendra en charge la technologie Overledger Network au sein de l'écosystème LCX. Forcément, LCX listera le token Quant, ce qui est déjà fait. Et recherche et développement conjoint, collaborer et explorer les problèmes techniques et de haut niveau entre la direction de LCX et l'équipe de direction de Quant, en particulier l'évaluation du règlement d'échange des CBDC. Il faut savoir que ces deux entreprises-là, LCX et Quant, font un travail énorme sur les CBDC, car leur objectif est de faire avancer ce côté-là. Donc, je sais bien ce que tout le monde pense des CBDC. On en parlera d'ailleurs après. Quoz. Alors, Quoz, c'est pareil, c'est pas forcément un revendeur. On va plus qualifier ça d'un conseiller, entre guillemets. Voilà, c'est une société fintech qui aide les petites entreprises à reconquérir l'avenir. Donc, on peut les qualifier presque de revendeurs. Donc, en se faisant une plateforme de capital d'entreprise qui offre des solutions de financement alternatives aux petites entreprises afin qu'elles puissent accélérer le flux de leur trésorerie, etc., etc. Alliance Block, je n'ai pas besoin de vous le présenter, je pense qu'on peut passer très rapidement dessus. On est investi dedans via le DCA+. D'ailleurs, nous en reparlerons un petit peu après d'Alliance Block. Amazon Web Services, je ne pense pas que j'ai besoin de vous le présenter non plus. Tout le monde connaît, d'ailleurs c'est toujours un partenariat qui est assez recherché dans le monde de la crypto, bizarrement. Mais c'est toujours un partenariat, lorsqu'il tombe, tout le monde est content. Donc on en reparlera peut-être aussi un peu par la suite.
Et Constellation, un autre projet public. Donc, ça, vous le trouverez sous le nom de DAG, DFG. Donc, qui est, lui, un DLT. Qui est un DLT. Et qui va se concentrer, pareil, sur l'incorporation des entreprises sur la blockchain. Donc, on est également en partenariat avec. Donc, techniquement, on pourrait également rajouter le réseau de Constellation au DLT public de l'Overledger. Et on finit le gouvernement anglais. Donc du coup, quand tu es ravi d'avoir été nommé fournisseur du framework Gcloud 12 du Crown Commercial Service. Donc, c'est une info qu'on peut retrouver directement sur le site du gouvernement anglais. Vous avez tous les détails de l'Overledger, vous avez même les spécificités techniques pour pouvoir justement implanter l'Overledger, etc., etc. Mais on va revenir sur le gouvernement anglais juste après. Voilà, nous reviendrons sur le gouvernement anglais un peu plus tard. Donc maintenant, nous avons fini les partenariats annoncés. Enfin, la suite a encore un peu des partenariats annoncés, mais pas sur le monde de la crypto, ni par exemple on a eu LCX, on a eu Alliance Block, il y a quand même beaucoup de personnes, même à Amazon Web Services et dans le monde de la crypto également, encore mis le gouvernement UK et puis Ocloud. C'est tous des gens qui ont une relation de près ou de loin avec de la crypto. Pay UK. Alors, je pense que pour la majeure partie, vous connaissez tous Pay UK. C'est un système de paiement anglais, tout simplement, qui est relativement utilisé d'ailleurs. Quant Network est aujourd'hui garant de Pay UK. Alors ça, déjà, c'est pour moi une chose assez importante à noter. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, donc ça c'est sur le site directement de Pay UK, on retrouve bien Quant Network Limited, qu'aujourd'hui, aucun projet crypto n'est garant de UKPay. Aucun. Par contre, les garants de UKPay sont la Banque d'Irlande, la Banque d'Écosse, Barclays Bank. Ils y sont presque tous. HSBC Bank, HSBC UK. Et nous avons encore Revolut. Ceux qui vous utilisez la carte bancaire Revolut, maintenant vous saurez qu'ils sont garants également de UKPay. La Société Générale de Londres, et j'en passe. Encore une banque là. Enfin, généralement, si vous prenez tous les garants de UKPay, c'est des banques, majoritairement. Donc ça, déjà, c'est pour moi quelque chose qui sort un peu du lot. Parce que c'est, comme je l'ai dit, il n'y a aucun projet crypto qui est garant d'une société comme UKPay, qui traite énormément de transactions journalières. Donc j'ai omis, d'ailleurs, c'est un détail, une faute de ma part. J'ai omis de vous le stipuler, mais ça fait énormément d'argent. Je vous laisserai faire les recherches directement. Donc nous en revenons à King's College. Donc on en revient à Luke Riley. Donc Quant aujourd'hui a décidé de lancer justement des cours pour former carrément les développeurs l'Overledger. Donc c'est un point que je pense qu'on peut souligner pour la simple et bonne raison que au mieux de galérer à trouver des développeurs, ils vont pas s'emmerder, ils vont les former eux-mêmes. Comme ça au moins c'est plus rapide, on gagne du temps. Juste quelques notes sur King's College. King's College London est l'une des 35 meilleures universités au monde. Alors, King's compte plus de 29-30 000, on va arrondir, étudiants. Et près de 12 000 étudiants sont diplômés dans 150 pays au monde et quelques 8 000 employés. Donc, trop vite. Donc, j'ai été voir directement sur le site de King's College. Aujourd'hui, nous avons à peu près 2200 personnes qui ont commencé la formation pour pouvoir justement développer sur Overledger. Ce qui est quand même beaucoup. Ça fait non. Même si on se dit que voilà, peut-être tous n'iront pas jusqu'au bout, d'autres vont être saoulés, ça fait quand même potentiellement 2000 développeurs pour l'Overledger, ce qui est déjà très bien. Garner Cool Vendor. Donc, on va commencer là déjà. Qu'est-ce qu'un Garner Cool Vendor ? Selon Garner, un cool vendor est une petite entreprise offrant une technologie ou un service innovant, percutant ou intrigant. Les 3 éléments d'un cool vendor incluent
Innovant, permet aux utilisateurs de faire face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Percutant, a ou aura un impact commercial, pas seulement technologique pour elle-même, intriguant, a suscité l'intérêt des Gartner au cours des 6 derniers mois. Kant a été nommé Gartner Cool Vendor en 2019. Donc pour certaines personnes, ça va pas vous dire grand-chose. Et ben, je vais vous citer d'autres entreprises qui ont été également nommées Cool Vendor. Et parmi ces entreprises-là, on retrouve Instagram, Nest, Evernote et Dropbox. Et c'est que quelques entreprises, je vous en ai donné 2-3 par la suite. Cloudera, qui était également nommé Cool Vendor également. Et pas qui est Cloudera, voilà, je vous l'ai juste mis ici, voilà, aujourd'hui, qui est Cloudera. Et vous avez aussi Palantir, qui était également nommé Cool Vendor par Gartner. Alors, là, on va s'attaquer à un sujet qui est intéressant, enfin, pour ma part, je trouve intéressant. Alors, qu'est-ce que INATBA? Donc, l'INATBA, c'est l'Association internationale pour les applications blockchain de confiance. Donc, ce que nous faisons, situé au cœur de l'Europe, l'Association mondiale de la blockchain INATBA sert de pont entre les entités publiques et privées dans l'écosystème blockchain. L'INATBA entretient un dialogue permanent et constructif avec les pouvoirs publics et les régulateurs pour une convergence globale des approches réglementaires. Ce faisant, l'INATBA s'efforce de promouvoir un modèle mondial de gouvernement ouvert, transparent et inclusif pour la blockchain et d'autres infrastructures technologiques de grands livres distribués qui reflètent les intérêts partagés des membres et des parties prenantes du Conseil consultatif. Conformément à l'objectif d'atteindre l'adoption mondiale de la blockchain, l'INATBA soutient le développement et l'adoption des directives d'interopérabilité, de spécification, de normes mondiales, de développement, d'accélération d'applications sectorielles fiables, de blockchain et de secteur public. Je prends 30 secondes, je bois un coup d'eau. Salut gros. Alors, je vous ai partagé il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était une histoire de semaine, 1 ou 2 semaines, que Alliance Blanche avait également rejoint INATBA. Donc, je vous l'avais noté en bas. Hein. Donc, ça, c'est un message que vous retrouvez dans le Telegram du DCA+. Hein. Bien sûr, Kant en fait partie et Morpheus également. Je vous avais noté ça. Donc, on va juste faire un tour vite fait des membres aujourd'hui de INATBA. Donc, on a Swift, Telefonica, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Cardano, Coinbase, suite les plus connus, hein, je vous laisserai aller voir. Hein. R3, SIA, on en a parlé, on va en parler juste après. Morpheus, Kant, Ktum, d'ailleurs j'étais très étonné de le voir là, je pensais que c'était un projet qui commençait un peu à dépérir, mais bizarrement il s'est retrouvé ici. Mobi, on en a parlé. IBM, Aken pour ceux qui connaissent. Hein. Have, 1 inch, Alesteria, alors j'en ai pas encore parlé, mais on en parlera bientôt. Ça fait partie de mes recherches, hein, c'est un consortium blockchain également. Algorand et Alliance Block. Et si on retourne justement, je vous ai dit, vous avez caché quelque chose sur le volontariat de Gilbert Verdian, et ici nous pouvons voir co-président de la standardisation et de l'interopérabilité chez INATBA. Donc en gros, c'est lui qui va s'occuper de tout le secteur de la normalisation et de l'interopérabilité, tout simplement. Les brevets. Donc Kant a 2 brevets actuellement, hein. Un brevet américain qui a été publié en 2018, donc on retrouve bien un Kant Network Limited, Gilbert Verdian, etc., etc. Et un brevet européen avec une belle faute encore, donc qui était lui publié en 2022, donc cette année, et forcément on retrouve tout le monde, on retrouve aussi Peter Mariosson, on en a parlé au début, Martin Hargrave, on en a parlé au début, Luc Reilly, on en a parlé également dans le core team, et Gilbert Verdian. Donc tout le monde est là. Les CBDC. Alors à partir d'ici, on va revenir là sur le brevet vite fait, à partir d'ici, on va commencer à rentrer dans la spéculation. Donc, on est parti.
Ça va aller crescendo, hein. Ça, c'est pas le plus gros dossier, c'est vraiment après. D'ailleurs, content que tu sois là, Gourou. Content que tu sois là. D'ailleurs, j'allais te citer, mais comme tu es là, tu pourras le dire toi-même. Donc, comment en collaboration avec le MIT? En plus, tu arrives pile au moment où on va parler des dossiers que je t'ai envoyés. C'est assez marrant quand même. Alors, ça, c'était une annonce qui était faite en novembre 2021, comme quoi Kant est en collaboration avec le MIT pour justement l'implémentation des CBDC. Donc, on y retrouve Martin Hargreaves, Thomas Arjono et Gilbert Verdjan. Donc, ça, retenez bien que Kant est en collaboration avec le MIT, c'est ce qui va faire la suite du truc. Le digital dollar. Alors, le digital dollar, nous pouvons retrouver en prenant un document que je vous ai présenté déjà au moins 5 ou 6 fois. La Réserve fédérale, Banque de Boston et le MIT pour justement une initiative sur le digital dollar. Donc, le MIT travaille avec la Fed de Boston pour le digital dollar. Je reviens juste en arrière. Je ne suis pas rentré dans les détails. Au début, j'étais parti pour, mais je me suis dit non. On ne veut pas rentrer dans tout le détail. Donc ça, si vous voulez des infos, vous cherchez le projet Hamilton. Le projet Hamilton est le projet qui concernait la totalité des recherches sur le digital dollar. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres lives. Alors, le Digital Canadian Dollar. La Banque du Canada et le MIT annoncent de rejoindre la Central Bank pour rejoindre les collaborations pour la recherche de CBDC. Donc lui, ça s'appelle le projet Jasper. Donc vous y retrouvez forcément R3. De toute façon, R3, dès qu'il y a une banque qui sont derrière. HSBC, la Banque du Canada, les paiements du Canada. Et ça m'étonne que Accenture de poste soit pas dessus. Mais bon, Accenture, on va les voir après. Et là, bon, j'ai juste mis Problem in No Things. On retrouve une conférence justement avec Thomas Arjono, Gilbert Verdjan, Charlotte Hogg, qui est chef exécutif chez Visa. Et nous retrouvons aussi quelqu'un de la Banque du Canada, Timothy Lane, qui ont fait toute une conférence justement pour parler des CBDC, des cas d'utilisation, etc., etc. Donc la conférence, vous pouvez la retrouver, elle est facilement retrouvable sur Internet, donc si vous voulez la voir, faites-vous plaisir. Ensuite, le Digital Pound. La Banque d'Angleterre et le MIT, encore et toujours, sont en collaboration avec la centrale, avec les projets de CBDC. Ils sont pratiquement tous, même l'euro digital, j'en ai pas trop parlé, mais ils sont en collaboration avec la Digital Pound Foundation, ce qu'on parlera après. Il y a beaucoup de liens parmi tout ça. De toute façon, je pense qu'ils vont à peu près tous utiliser le même système. Lightchain. Donc Lightchain, on en a déjà parlé. Je vais passer vite fait là-dessus. On en a déjà parlé dans les partenariats annoncés. On va pas recommencer. Donc, il faut juste retenir qu'aujourd'hui, Lightchain, leur but, c'est de créer le Latin American Dollar pour justement les pays d'Amérique latine. Donc, je vous laisse une petite minute ce document si vous voulez lire un peu. Lightchain met à disposition l'infrastructure blockchain. Lightchain est organisé en consortium. Encore un mot, je vous l'ai dit, consortium, c'est un mot qu'on va voir très très souvent. Pour la gestion et l'administration d'une infrastructure classée à autorisation publique. Suivant les typologies, on retourne encore sur ça, ISO TC 307. Il s'agit d'un réseau ouvert à tout participant et qui, d'accord avec les règles établies, lesquelles se réduisent sur cette identifier à respecter la réglementation. Donc ça, pareil, beaucoup de documentation. Vous avez juste à marquer Lightchain sur Google, vous trouverez énormément de choses. Donc Hyperledger Foundation, qui publie que justement, ils sont contents d'avoir créé, donc c'est marqué ici, créé la plus grande blockchain permissionnée publique. Donc ça passera par Hyperledger Bisu. Je suppose on dit Bisu, Bézu, mais vous m'avez compris. Et donc là, on va venir sur une petite vidéo que je vous ai partagée sur Twitter. Alors juste Anthony, fais-moi un retour son, savoir si tout le monde entend. Ou même la commu, n'hésitez pas à me faire un retour parce que je ne suis pas sûr que vous allez entendre. Tout est bon, ouais. Ouais, tu peux remettre au début et puis on entend. Scaldiel, on s'en fout dans un sens, mais. La pauvre. Donc avant qu'il n'entame sa réponse, tout ce qu'elle demande, c'est est-ce que vous avez
des clients ou des collaborations, entre guillemets, un peu de rêve, tu vois, c'est un peu ça. Yeah, I think what we're seeing is the inclusivity of different customers and consumers. It is more specific to financial services, but one of the projects we're working on is creating the Latin American dollar. And that's basically an interbank network for 12 countries initially. It's done by the Inter-American Development Bank with a whole bunch of partners. And we're building this infrastructure and basically upgrading all of these nations to modern payments infrastructure so they can actually do real-time payments, they can do exports, you know, person-to-person payments or SMEs exporting things and getting paid in real time, and really improving the lives of people and giving them access to better money, better payments, and helping them grow. So it's quite a nice use case we're part of. Yeah, I think that... Donc, par rapport à cette vidéo, au final, la réponse que lui a donnée Gilbert Vadian, donc le projet qui le fait kiffer, entre guillemets, c'est le projet avec l'Action. Donc, comme il a dit, l'Action, aujourd'hui, c'est une collaboration avec 12 pays. Donc, pour instaurer l'inclusion financière et, bon, vous l'avez peut-être entendu, upgrade le système financier. Donc, ça, c'est une information typiquement qui est, d'un point de vue investissement, très intéressante à prendre en compte. Parce que c'est un projet qui est juste colossal. Et là, dans la vidéo, donc, en sachant qu'elle date d'il y a plus de 6 mois, hein, même plus que ça, je crois, j'irais même jusqu'à 8 mois en arrière. Aujourd'hui, on n'est plus à 12 pays, nous sommes passés à 15. 15 pays qui sont justement rentrés dans ce projet donc, du Latin American Dollar. Donc ça, pareil, cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur mon Twitter également, je l'ai partagée il y a quelques jours. Hein. Vous pourrez la revoir directement là-bas. Alors la Digital Pan Foundations. La Digital Pan Foundations, c'est une organisation indépendante qui était constituée le 22 juin 2021 pour travailler avec une variété de parties prenantes et de participants à la mise en œuvre d'une livre numérique bien conçue, alors que la plupart des expériences CBTC ont impliqué des fournisseurs de technologies du secteur privé. La grande majorité de ces expériences, à ce jour, n'ont pas impliqué la participation d'autres acteurs du secteur privé. La Digital Pan Foundations est unique en proposant un modèle dans lequel le secteur public et privé peuvent s'engager pleinement dans la conception, le développement et l'adoption d'une livre numérique, contribuant ainsi à son développement, réussi en aidant à faire avancer la transition du Royaume-Uni vers une économie numérique. Alors, je m'arrête juste là 30 secondes pour reparler juste de ça, avancer vers la transition du Royaume-Uni vers une économie numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni a pour but de devenir la plateforme tournante des crypto-monnaies. Hein. C'est vraiment leur objectif, c'est d'être bien au-dessus, bien en avance sur tout le monde, très clairement. Hein, ça a été relayé par beaucoup de médias également, qu'il y avait beaucoup d'avancées de leur côté concernant que ce soit les CBDC, que ce soit le monde de la crypto en soi. Donc, comme la France, vous allez me dire, et bon, pour aujourd'hui, je donne plus d'avantages au Royaume-Uni qu'à la France en termes d'innovation dans le secteur du Web3. Alors, les membres, justement, de la Digital Pan Foundations, on retrouve Gilbert Vadian ici, mais moi, je vais m'arrêter sur ce monsieur, qui est Jonas Vilisarios, donc Global Managing Director à Accenture. Donc, je dis Accenture, je vais les reciter souvent, ils sont partout. Ils sont partout. C'est impressionnant. C'est une entreprise qui est tentaculaire. Et là, je vous repartage, donc encore désolé pour la qualité de l'image, je vous repartage un meeting qui a eu lieu justement, fonds digital, alors ce mot-là, je ne l'aime pas, fonds digibility, bon, vous m'avez compris, et interoperability dans le monde digital. Donc, ça, clairement, c'était le plus gros sujet de la conversation, mais on va y revenir plus tard. Mais comme vous voyez également, Accenture est présent. Et on y reviendra juste après sur ce meeting. C'est pas que je voulais pas t'aider, mais j'aurais pas prononcé spécialement mieux, donc. Ouais, non, c'est vraiment un mot, tu vois, interopérabilité, je l'ai tellement prononcé qu'aujourd'hui, ça va tout seul. Mais alors, les autres, c'est un carnage. Accenture, justement, parlons-en un peu. Donc, qui est Accenture? Donc, Accenture est une entreprise mondiale de conseil comptant plus de 710 000 salariés dans 120 pays dans le monde. Voilà. Donc, quand je vous disais, c'est une entreprise colossale, c'est une entreprise colossale. C'est pour ça qu'ils sont partout.
Donc, on les retrouve aussi sur... Donc ça, le projet Jura, vous vous intéressez au CBDC pour l'euro digital, allez creuser ça. Projet Jura, donc vous trouvez tous la documentation, hein, c'est fait par la Banque de France, par le Crédit Suisse, Accenture, il y a R3 derrière, Six Digital Exchange, on va en parler juste après. Et là, je vais vous partager une autre vidéo, hop, qui est celle-ci. Donc pareil, n'hésitez pas à me redire pour le son. Parce que ça commence, voilà, on va la remonter un peu. Ça va commencer à 50-22. On va la remonter un peu juste au cas où le son soit pété. Hop. C'est bon? Tout est bon, ouais. Si tu veux mettre full screen, tu peux. Ça, on voit les petites têtes. Toujours cool. Merci. Fund functionality, and it's to extend really the financial systems, with the advantages that blockchain, enabled applications provide for. So, ça va commencer maintenant. Donc, ouvrez les oreilles. So I would distinguish interoperabilities between blockchains. Key is as important, maybe if not even more important, is the integration of blockchain with existing systems. And for those also I think we found the solutions as well. Bon, ce que dit Monsieur Ousmane, c'est que aujourd'hui, la chose la plus importante pour lui, c'est que les systèmes existants aujourd'hui soient intégrés à la blockchain. Et on en revient aux présentations au début de l'Overledger, qui lui également inclut les systèmes existants. Donc pour ce monsieur, c'est vraiment un point très important. Mais ce qu'il a dit juste après est aussi très intéressant. Il a dit « Et je pense que nous avons trouvé la solution », grosso modo. Lorsqu'il a dit ça, je veux juste remettre un point sur le grand sourire de Martin Hergrive et le rire un peu comment dire, stressé de Jana. Je trouve ça une info très intéressante, sachant que Martin Hergrive, il travaille pour Kant, hein, il y a l'Overledger derrière. Donc, je trouve ça très intéressant qu'au moment même où il dit « Je pense que nous avons trouvé la solution hein, », en parlant d'interopérabilité et d'incorporer les systèmes existants aujourd'hui au blockchain, que Martin Hergrive a un sourire jusqu'aux oreilles et qu'elle a un espèce de rire causé par un malaise ou un stress ou autre. Après, vous en faites ce que vous voulez, pareil, hein, le lien, vous l'aurez par la suite, je vous le donnerai à la fin. Vous pourrez aller voir la totalité du meeting et vous pourrez faire votre propre avis là-dessus. ODAB. Allez, on est parti. Alors, ODAB est un protocole de transfert d'actifs qui fonctionne entre deux dispositifs de passerelle. Le protocole comprend une description d'actifs virtuels ou numériques détenus sur des registres distribués avec un format ouvert et interopérable. Une partie de négociation de sessions et des flux de passage des messages entre passerelles connectant des technologies de registres distribués et disparates. Alors, il faut savoir que ODAB, c'était une chose qui a été mise en place justement par Martin Hergrive, Gilbert Verdian est aussi derrière. Hein, vous vous souvenez, hein, si vous êtes présent pendant les lives les mardis soirs, je vous ai montré beaucoup d'archives de mails. Je vous ai également, je crois, montré ces documents. Donc, vous pourrez voir qu'il y a 4 versions, hein, donc en sachant que chaque version dure 6 mois. C'est des délais, c'est des drafts, donc ils sont expirables tous les 6 mois. Donc, il y a eu plusieurs versions. Dans toutes ces versions, nous retrouvons toujours Martin Hergrive, Thomas Arjono, qu'on a vu également donc, avec le partenariat du MIT. T'inquiète, Gourou, j'y viens. Tout ce que tu m'as dit, tu sais, je vais le dire, hein, je suis quelqu'un de... Je vais pas t'errer de tout ce que tu m'as dit. Hein, non, ne t'en fais pas. Donc, ODAB qui est devenu par la suite Secure Asset Transfer Protocol. Donc, également... Encore, donc ça, on va y venir juste après, je vais vous expliquer ce que c'est pour certains qui ne savent pas. On y retrouve encore Martin Hergrive de Cornetwork, Thomas Arjono du MIT et je ne sais pas son nom, désolé, Blair Shore de Technical Lisbon. Oups, tombé de flèche. Donc justement, qu'est-ce que... Ah, reviens là, toi. IETF. Donc IETF, c'est l'Internet Engineering Tech Force, qui élabore et promeut des standards d'Internet, en particulier les standards qui composent la suite de protocoles d'Internet, tout simplement. Et donc aujourd'hui, c'est un comité qui travaille dessus. Donc là, typiquement, pour le ODAB et pour Secure Transfer Asset Protocol,
c'est un comité avec qui Kant travaille et le MIT travaille. Donc, quelques explications s'imposent, forcément. Alors, il faut savoir que Internet est un réseau de réseaux, composé de nombreux systèmes autonomes, qu'on peut nommer comme AS, différents qui sont de grands réseaux ou groupes de réseaux avec la même politique de routage unifié et normalement, chacun est géré par une AFI ou une grande entreprise. Au sein de chaque système autonome différent, au sein de chaque système autonome différents protocoles de passerelle intérieure sont utilisés pour échanger des informations de routage entre les passerelles, entre parenthèses routeurs, la communication entre les différents systèmes autonomes à travers le monde et des protocoles passerelles d'extérieur sont utilisés. Le plus courant étant les BGP, et c'est le protocole qui fait fonctionner Internet. Chaque système autonome se connecte à d'autres systèmes autonomes via les homologues BGP, via des passerelles qu'on appelle routeurs. Les plateformes blockchain peuvent être considérées comme des systèmes autonomes. Tout comme différents protocoles de passerelle antérieurs sont utilisés dans différents systèmes autonomes dans Internet aujourd'hui, les blockchains ont également leur propre protocole constitué de divers protocoles de consensus, de mécanismes de protection civile, etc. Comme Internet, ce sont tous des îlots isolés qui doivent interagir ensemble pour atteindre leur véritable potentiel. C'est là qu'intervient le protocole ODA proposé. Il s'agit d'un protocole indépendant à la blockchain qui permet l'interopérabilité entre différentes plateformes blockchain via des passerelles, de la même manière que le protocole BGP permet la communication entre différents systèmes autonomes via des passerelles routeurs BGP. Il connecte non seulement différentes blockchains entre elles, mais également les réseaux non blockchain existants pour créer un réseau de réseaux. Le protocole permettra aux applications d'utiliser et de modifier plusieurs chaînes de blocs ou systèmes DLT via une seule interface de programmation. L'implémentation de ce protocole par Kant et l'Overledger, offrant une interopérabilité et une évolutivité pour tous les DLT. Il me semble que là, j'étais au bout. ODA a également été conçu pour répondre aux exigences réglementaires strictes des institutions financières afin de respecter les exigences réglementaires ALM, KYC et d'autres exigences de sécurité requises pour les banques et les gouvernements. Cela permet la connexion d'Internet directement à la blockchain, fournissant à la base d'Internet, la base de l'Internet de confiance en utilisant un protocole sécurisé, décentralisé, sans confiance pour connecter les DLT et les réseaux existants afin de permettre aux blockchains d'atteindre son véritable potentiel. Donc les conférences, j'en ai fait une aparté brève sur les derniers lives, comme quoi j'avais dit, Kant ne vont pas aux conférences crypto, vous ne les verrez jamais toutes les conférences qu'on peut connaître de la crypto, ils ne seront jamais présents, ils n'en ont jamais fait une et je ne pense pas que ça va commencer demain. Par contre, les conférences les conférences de Kant, typiquement, c'est le CBOS. CBOS, c'est organisé par Swift, donc c'est forcément que des institutions financières, pratiquement. Donc, il me semble même, pour participer au CBOS, il faut être invité par Swift. Mais ça, je vous laisse vérifier. Il me semble que je l'avais lu quelque part, mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc, je vous laisserai quand même vérifier. Donc, voilà, quant à CBOS 2022, typiquement. Et l'accord d'Acon. Donc, l'accord d'Acon, exactement le même délire. Donc, c'est à Londres, plus de 1000 institutions financières, services financiers, dont sont présents, que ce soit technologique et tout ça. Donc, justement, l'accord d'Acon, parlons-en et parlons typiquement de Corda. Je vais faire juste un arrêt et je vais juste vous montrer l'image d'après. Voilà, ça c'était cette année. Donc, on y retrouve Todd McDonald, pour ceux qui sont dans le Telegram, le petit Telegram qu'on a créé d'investisseurs. Vous savez très bien de quoi je suis en train de parler à l'heure actuelle. Donc, Todd McDonald. Todd McDonald, aujourd'hui, c'est le PDG, le cofondateur de R3 et aujourd'hui chef de la stratégie. Donc, il n'a pas toujours été chef de la stratégie, il était aussi chef de produit il y a 2-3 ans en arrière. Et c'est un mec, lors d'une conférence, qui nous a partagé sa vision de 2030. Je pense que cette vidéo-là mettrait tous les bitcoins maximalistes en sueur, littéralement. Même les pro-bitcoin en sueur, parce que c'est totalement l'opposé de tout ce que vous imaginez. Donc, c'est pour ça que vous m'avez peut-être vu aussi ces derniers jours sur Twitter, j'ai vu pas mal de personnes dire « Si demain il y a les CBDC, les banques commerciales sont obsolètes. »
Je suis pas du tout d'accord avec ça. Justement, c'est non, elles ne sont pas obsolètes. Aujourd'hui, les banques commerciales ont plusieurs fonctions, mais elles vont continuer à garder certaines de ces fonctions dans le futur. Enfin bref, c'est pas la conversation de ce soir, mais on en parlera. On fera un truc sur R3. C'est une société qui est très intéressante à faire des recherches dessus, parce que plus on creuse, plus on tombe sur des trucs, tu te dis, il n'y a rien qui va changer en fait. Très clairement, je ne vais pas vous déprimer, mais c'est chaud. C'est vrai, leur vision est vraiment à l'opposé de notre vision à nous qui sommes dans les cryptos, côté public, je veux dire. Et nous avons aussi Arc Summit. Donc Arc Summit, c'est juste une conférence qui est au Luxembourg sur les innovations technologiques. Donc là, quelqu'un a également envoyé Solène là-bas. Donc Solène, je ne l'ai pas présentée parce qu'elle est arrivée cet été chez Kant. Et elle ne fait pas forcément partie du core team. Alors, les collaborations non annoncées. Donc là, on va commencer à rentrer dans la spéculation. KPMG. On commence bien. Hein. Je n'ai pas pris le petit pour le début. Donc KPMG. Alors, savoir pourquoi c'est affiché aussi petit. Mais bon, on arrivera à voir. Ah non, c'est mieux. Donc, on a un message dans le Telegram de Kant, qui était le 19 février en 2018. Donc, aujourd'hui, nous rencontrons nos partenaires KPMG en Suisse. Donc, je retiens juste cette phrase-là, je vous laisse lire le reste, je vous laisse 30 secondes pour lire le reste. Alors là, il m'a mis en grand et je ne vais pas réussir à le fermer, tu vas voir. Ferme-toi, voilà. Nous avons ensuite un tweet, désolé pour la qualité de l'image, comme je vous l'ai dit, certaines images qui sont été petites, le fait de les agrandir, ça les pixelise. Un tweet de Kant en février 2018. Kant Team est en route pour la Suisse pour rencontrer nos partenaires KPMG. Donc c'était pratiquement le même jour que le post sur Instagram. Hein. Voilà, 19 février à 5h30 du matin, tu vois. Donc ça a été fait dans la même journée. Ensuite, vous avez une partie d'articles que je vous ai partagé dans le Telegram du DCA. On voit que, justement, c'est un article qui parlait de Kant. Donc, je vous l'ai partagé. Malheureusement, j'ai voulu rechoper le lien. Évidemment, le lien n'est plus disponible. Enfin, n'est plus valable. Donc, mais je pense savoir pourquoi. Alors, la solution utilisée par les plus grosses firmes comme SIA et KPMG. Donc là, ils l'ont cité 2 fois. Et en sachant que SIA, oui, je peux comprendre qu'ils le citent parce qu'aujourd'hui, c'est un partenariat officiel de Kant. Il est affiché partout. Mais KPMG, ça ne l'est pas. KPMG n'a été affiché nulle part. Absolument nulle part. Les seules traces de KPMG, c'est celles que je viens de vous partager dans le Telegram qui date de 2018 et le tweet qui date également de 2018. Et cet article-là, alors de mémoire, je vous l'ai partagé en 2021 sur le Telegram du DCA+. Donc vous pouvez retrouver, je vous ai mis la même image, parce que c'est moi qui ai fait le screen, et je vous avais mis également le lien en dessous, pour justement vous puissiez aller vérifier. Donc j'espère que certains d'entre vous l'ont fait quand je l'ai partagé, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire. Donc ça, c'était la première chose. Et cette année, quand Kant a fait sa mise à jour, les 15 premières minutes de la mise à jour du site, on pouvait voir ça. L'Action, Nexi, Oracle et KPMG dans les partenariats. Forcément, ça a été supprimé, mais connaissant que les membres de l'équipe de Kant, qui sont relativement joueurs sur certains points, pour moi, c'est quelque chose qui était voulu, parce qu'ils savaient très bien qu'on n'avait pas de nouvelles de la collaboration avec KPMG à proprement dit depuis pratiquement 2 ans. Donc, je pense que ça a été fait volontairement par l'équipe de Kant, parce qu'ils savaient très bien que les premières personnes qui allaient être sur le site de Kant, ça allait être clairement les personnes qui ont investi dans Kant. Et ça a été le cas. Hein. Moi, j'étais l'un des premiers dessus. Je l'ai vu également. Et d'autres holders de Kant pourraient vous le certifier et ont également fait des screens. Parce que ceci a été clairement affiché. Donc ça, c'était pour la première collaboration non annoncée. Deuxième collaboration non annoncée possible, Six Digital Exchange. Donc, pour la petite info, qui est Six Digital Exchange? La bourse suisse. Capitalisation boursière de 2 billions de dollars. Lancera Six Digital Exchange, la première infrastructure de marché numérique réglementée au monde utilisant le DLT. Des travaux sont en cours avec la Banque centrale suisse autour d'une CBDC de gros. Donc, qu'est-ce qui me fait dire que Six Digital Exchange va utiliser Kant? On va y venir juste après. Donc, juste là pour confirmer. La Banque de France, la
Banque nationale suisse, BIS et SIX Digital Exchange ont complété un cross-border, donc un paiement transfrontalier de Rapid CBDC, donc une expérimentation. Donc ça, typiquement, s'il y a la Banque de France et tout le côté suisse, projet Jura, c'est pour l'euro digital. Vous l'avez deviné, en collaboration, toujours et encore avec Accenture. Donc voilà. Et lorsqu'on va un peu fouiller chez Digital Agence, on va sur son Twitter et on voit qu'ils ont posé une question sur l'interopérabilité et que dans la réponse, une tech avancée comme Kant. Donc ils l'ont eux-mêmes publié, très clairement. Donc ils ont clairement Kant dans le viseur. Donc après avoir, donc c'est pas très vieux, 28 juin 2021. Nous avons aussi encore un autre tweet qui est beaucoup plus récent. Ça a été fait donc, il y a quelques jours, parce que j'ai fait le screen pratiquement instantanément. Donc, nous rencontrons SIX Digital Exchange, Kant Network, et ça, c'est pour moi une information qui est importante, c'est qu'ils ont mis QNT, alors que Kant Network aurait suffi, mais bon, ils ont mis quand même QNT. Et donc, on retrouve encore ces faits-là. Donc, moi, ça fait encore un double écho, on va dire, sur ce fait-là, que SIX Digital Exchange travaille bien avec Kant et l'Overledger. Et la troisième, encore et dernière, qui était retweetée par R3, ça je souligne ces petits détails aussi. Donc on est toujours pareil, Kant Network est bien notifié. Donc pour le futur de la finance, etc., on est toujours sur les mêmes thèmes. De toute façon, SIX Digital Exchange vont travailler énormément justement sur les CBDC. Ensuite, les consortiums. Alors, je vous en ai parlé plusieurs fois, des consortiums. Donc, on va en reparler. De toute façon, on va en parler beaucoup, je pense, que dans les mois à venir. Je vous ai dit, c'est encore quelque chose qui est un peu nouveau. Ça n'a même pas 10 ans, les consortiums. C'est le plus vieux, c'est R3, qui a 9 ans. 8 ans, excusez-moi. Qui a 8 ans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, cette année, quoi. Donc, Contour, qu'est-ce qui me ferait penser qu'aujourd'hui, Contour a un possible partenariat avec Kant, il va avoir une possible utilisation de l'Overledger. Donc, c'est pas Contour à proprement dit qu'il y aura une utilisation de l'Overledger, c'est ça, basé sur la technologie Corda R3. Donc oui, la deuxième blockchain que j'ai toujours pas parlé d'ailleurs, il faudra peut-être que j'en parle, que j'ai omis dans les blockchains permissionnées, c'est qu'en plus de Siachen, le test d'interopérabilité de Siachen était avec le réseau Corda. Donc, s'il était validé, c'est-à-dire que Siachen est aujourd'hui opérable dans l'Overledger ainsi qu'R3 Corda. Sinon, ils n'auraient pas pu faire un essai d'interopérabilité entre les deux blockchains. Donc, c'est un consortium qui a été lancé en 2020. Quand je vous dis que c'est tout récent, c'est que c'est tout récent. Fondé par la Banque de Bangkok, par BNP Paribas, ING, HSBC et j'en passe, regroupant 15 banques commerciales mondiales. Donc pareil, désolé encore pour la photo. Blockchain d'infrastructure Corda. Donc Corda, on n'en a pas forcément encore beaucoup parlé. Je voulais faire un aparté sur Corda, mais au final, je m'y suis résigné, mais on va quand même en parler un peu. Il faut savoir que Corda est né d'un consortium de banques. C'est les banques qui ont investi dans Corda, typiquement. Donc aujourd'hui, ils le revendiquent très clairement, ouvertement, que Corda est aujourd'hui la blockchain des institutions bancaires et qui font tout pour justement qu'elle continue à coexister et à survivre malgré l'arrivée des blockchains publiques. On ne va pas se mentir, ils vont tout faire pour et ça fonctionne. Ça fonctionne. Pour le moment. On verra par la suite. Donc on reprend un partenaire technologique, forcément Corda, etc. Donc, oui, tu reviens là, toi. Alors, compte tenu de l'évolution technologique des registres distribués, il n'est pas surprenant que l'interopérabilité de la blockchain soit devenue une nécessité. De plus en plus d'entreprises utilisent différentes technologies de grands livres distribués pour différents cas d'utilisation dans les écosystèmes distincts. Et de plus en plus, elles utilisent plusieurs DLT dans leurs organisations. L'interopérabilité entre les consortiums blockchain s'accélère, comme le montre cette annonce. Donc, je ne vous ai pas montré l'annonce, mais je vous ai peut-être montré un bout après. Donc, c'est comme quoi, justement, GSBN, donc, qui est Global Shipping Business Network,
On va en parler juste après, de toute façon. Basé sur la blockchain Oracle. Donc, je vous rappelle les partenariats annoncés de Quant, certifié, l'Overledger est certifié par Oracle. Et le réseau de financement de commerce numérique Contour, basé sur R3 Corda. Les deux entreprises doivent également pivoter pour répondre à leurs besoins de clients. Nous avons rencontré des cas où un des clients opère sur une plateforme différente de celle de l'entreprise, obligeant cette dernière à s'intégrer dans le DLT de son client, quel que soit le DLT qu'il utilise. Donc, ils sont aujourd'hui, tous les consortiums, de toute façon, vont rechercher une possible interopérabilité. Justement, parlons-en de GSBN. Donc, pour construire le réseau blockchain sous-jacent pour son système d'exploitation commerciale mondiale, GSBN s'associe à Oracle pour exploiter sa plateforme Oracle Blockchain dans Oracle Cloud, qui est reconnue comme l'une des principales plateformes de grande liste distribuée pour la construction d'une blockchain autorisée de niveau entreprise. Utilisant la technologie blockchain, GSBN est en mesure de permettre une collaboration entre des acteurs du marché. Donc GSBN, alors, ça c'est erroné. Aujourd'hui, voilà, c'est plus Hyperledger Fabric, c'est R3. Ça a changé entre-temps. Donc, on retrouve encore partenaire technologique Oracle, comme toujours. Vous pouvez voir aussi les membres de ce consortium. HSBC, ils sont partout. HSBC, ils ont du pognon claqué parce qu'ils sont absolument partout. Donc, Costco, qui est aujourd'hui l'un des plus gros, justement, alors on en parle là, fondé par 8 multinationales mondiales du fret maritime, donc Cusco Shipping. Le plus gros est Cusco, pratiquement 300 000 employés, est basé à Hong Kong. Donc aujourd'hui, tous ces membres-là se sont réunis pour créer ce consortium. Donc quand je dis là, on est dans la spéculation, il y a tout à vérifier, tout. Donc, Pharma Ledger. Alors, un message de Gilbert Verdian le 25 mars 2019. Nous sommes en train d'établir un nouveau consortium dans la santé pour créer un nouveau écosystème. Et là, il marque encore, c'est quelque chose comme Mobi pour la santé, mais en plus grand. Alors déjà que je trouve Mobi, comme c'est un consortium juste énorme, et là, il vient juste de nous dire que ça allait être encore plus gros que Mobi. Donc, ils disent bien, nous sommes au cœur de ça. Donc, ils sont vraiment au cœur de ce consortium. Donc là, regardez bien, DAG, 25 mars 2019. Un an plus tard, consortium Pharma Ledger. Et forcément, qui y a dedans? Tout le gratin de la pharmacie. Vous pouvez y aller. Pfizer, Bayer, ici, ils sont tous, ils sont tous dedans. Je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, un an plus tard, nous sommes le 30 juin 2020, et ils nous sortent le consortium Pharma Ledger. Donc voilà, Pharma Ledger, donc il va être sur Hyperledger Fabric et Quorum, donc partenaire tech IBM Consensus, et je n'arriverai pas à le lire. Donc voilà, vous avez Bayer, vous avez Pfizer, vous avez tous, ils sont tous là, Roche, ils sont tous là, ils sont tous là. Donc vous pourrez faire vos recherches aussi sur ce consortium pour peut-être avoir la liste des membres au complet, mais il y a tout le gratin. Ils sont tous là. Donc, pour revenir vite fait sur Pharma Ledger, si je reprends justement ce message de Gilbert Verdian qui dit bien que nous sommes au cœur de ça, donc pour moi, très clairement, il y a de grandes possibilités que, comme Mobi, Pharma Ledger vienne à utiliser l'Overledger pour avoir une possible interopérabilité entre eux et les différents consortiums. Spunta, un autre consortium, on est parti. Alors, un message encore du 12 décembre 2019. Donc, quelles sont vos pensées à propos du projet Spunta? C'est un grand projet, c'est un bon projet pour les institutions financières. Nous travaillons dans cet espace pour délivrer Spunta comme is only one banking application, comme la seule application bancaire. Donc voilà, qui est interopérable avec CHN, bien évidemment. Et là, il le dit très clairement. Voilà, Overledger, c'est dit. Et on était en 2019. Donc ça, c'est un texte que je vous ai chopé directement sur le site de Spunta. Un rapprochement interbancaire rapide et transparent grâce à la technologie DLT. Spunta Banca est un DLT. DLT est un projet coordonné par IB Labs et promu par ABI.
visant à appliquer une nouvelle technologie DLT au rapprochement interbancaire. Rapprochement interbancaire rapide et transparent grâce à la technologie DLT. Spunta est on l'a déjà lu. L'application permet aux banques d'identifier rapidement tous des alignements de transactions interbancaires partageant des données communes et de manière sécurisée. Il leur permettra également d'effectuer des vérifications des échanges directement au sein des applications et d'utiliser des processus de communication standardisés pour corriger les problèmes potentiels, etc., etc. Et on prend juste la fin. L'application Spunta DLT est en production depuis le 1er octobre 2020. Donc, vous revenez sur le message de Gilbert Verdian, on est en 2019. Avec 97 banques qui ont adhéré au projet. Aujourd'hui, on est à plus d'une centaine, ça a augmenté avec le temps. Donc, on reprend Spunta, blockchain, Corda, Siachen. Donc, on sait que les deux sont utilisés avec l'Overledger. De toute façon, ça a même été stipulé clairement sur le message de Gilbert Verdian. Et qui on retrouve forcément, toutes les banques, quoi. Hein. Y a pas... Donc, c'est majoritairement des banques italiennes. Donc, c'est... Pratiquement toutes les banques italiennes y sont d'ailleurs. Mais il y a aussi d'autres banques qui sont bien plus connues au niveau mondial. De toute façon, pareil, je vous laisse faire vos recherches sur Spunta, c'est un très gros sujet. Pour aller voir un peu qui est dedans. Spunta DLT Network, 100 banques. Donc là, on est un peu plus tard, on est en 2021. 100 banques qui représentent au total 91% des banques italiennes. Donc ce qui est juste colossal, hein, on ne va pas se mentir. Donc actuellement, 204 millions de transactions complétées depuis octobre 2020, en sachant qu'ils veulent se projeter à l'année. Et sur leur projection à l'année, on est à 8,4 milliards de transactions. Pour vous donner un ratio, en mettant ça en journalier, ça fait à peu près 23 millions de transactions par jour. Grosso merdo. Donc ça, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous ai partagé l'info. Voilà pour Spunta. Donc ça, c'était vraiment... Des consortiums, il y en a d'autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des consortiums, on en compte à peu près une cinquantaine. Donc, je ne les ai pas tous faits. Ça me prendra énormément de temps. Je compte bosser un peu dessus. Mais ça va me prendre énormément de temps si je dois commencer à les éplucher un par un. Donc là, je vous ai pris les plus gros, qui sont pour moi les plus gros. Il y en a d'autres. Vous avez des consortiums aussi pour le luxe. Vous avez des consortiums d'assureurs. Ceux-là, ils font flipper, je vous le dis, parce que quand je vois les noms qu'il y a dedans, c'est pas drôle. Hein. CHL. Donc CHL est une entreprise technologique, une multinationale indienne. Donc pareil, très grosse entreprise avec 11 milliards de revenus qui a été créée le 12 novembre 1991. Et là, je reprends encore un message de Gilbert Verdian sur le Telegram qui était encore en 2019. CHL a découvert Kant grâce au Gartner Report. Donc on en parlait tout à l'heure des Cool Gartner Ventor. Donc sachez que Cool Gartner publie des rapports. Hein. Tous les ans, lorsqu'ils vont élire des sociétés Cool Ventor, ils vont publier un rapport. Cherchez pas les rapports, il est inaccessible pour les prolos comme nous. Cherchez pas, c'est pas possible. J'ai essayé, mais c'est pas possible. Il faut avoir une licence et après, il faut payer le rapport plus de $1000. Donc après, faut creuser. Donc, c'est encore un fait intéressant. Donc, ils ont été découverts et exploré l'Overledger et pour parler à leurs clients. Donc, ça, je fais abstraction de ça. Hein, ça, on le sait déjà. Hein. Ça, j'ai pas trouvé... Enfin, j'ai trouvé une info, mais c'est publié par Kant, donc je ne voulais pas partager. Moi, j'aime bien avoir des infos qui sont extérieures à Kant. C'est un peu plus intéressant, même si j'aurais pu le mettre dans spéculation. World Bank Group, bon, vous connaissez tous la World Bank, hein, je ne vais pas vous montrer qui c'est, ni vous dire qui c'est, hein. Mais vous prenez ce document, donc, qui est bien été écrit par World Bank Group, Blockchain Interopérabilité, vous allez à la page 21 et vous tombez là-dessus. Et vous prenez, donc je vais vous laisser un peu le temps de le lire, mais vous prenez juste ce paragraphe, Overledger Platform by Kant Network. Alors, connaître une variété de blockchains, et également les systèmes existants, et blablabla, blablabla. On retrouve Hyperledger Fabric, Corda, Ethereum, Bitcoin, IOTA, EOS, Ripple, etc. Donc, c'est un document qui, voilà, pour moi, a une signification quand même. Après, on peut en faire ce qu'on veut, mais ça a quand même été publié en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui ont été publiés sur ce document. Donc, vous aurez le document fait une 60aine de pages. Hein. Vous pourrez également le lire. Donc voilà, les collaborations annoncées. Bon, je vous propose qu'on fasse une pause, si vous voulez.
quelques questions, c'est avec plaisir. Moi, je vais reboire un verre d'eau parce que j'ai soif. T'as bien raison. En tout cas, juste une chose, la présentation, elle est magnifique. Franchement, t'as bien travaillé en tout cas. C'est avec quoi que t'as fait ça, cette présentation? Xmine. Merci Alfonso, hein, s'il est dans le chat. Hein, c'est grâce à lui que j'ai découvert ce logiciel. Je connaissais pas du tout, mais c'est vraiment, ça donne vraiment beaucoup de professionnalisme, je trouve. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions? J'ai pas regardé ici sur le chat. Ta patience, ouais, c'est clair. Marcelo qui fait un très joli message pour toi. Je sais pas si t'as le chat ou pas. Ouais, je l'ai pris le chat. Merci Marcelo. C'est avec plaisir. Hein, c'est avec plaisir. Après, c'est sans les L2, Rolls-up, tout ça. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Ouais, c'est Bayou, je pense qu'il fait référence aux 260 transactions secondes. Ouais. Et que après, ça c'est sans layer 2, roll-up et tout ça. Tus. Oui, très bon. C'est pas un. C'est très, enfin, je veux dire, c'est très sain ce que je mange, mais pas tout à fait. C'est pas tout à fait c'est pas un truc, c'est pas vraiment un kebab, c'est un scraps, on appelle ça. Ah, mais Hermosien, tu m'as flingué dans le commentaire. À la fin du live, il annonce qu'il est commercial chez Kant. Énorme. Non, mais il y a aussi un joli message. Crypto Victor, il connaît mieux Kant que les mecs qui bossent, quoi. Il va finir CEO, je suis sûr qu'il devait être calife à la place du. Par rapport à la scalabilité, est-ce qu'il est. Excuse-moi. Est-ce qu'ils envisageaient des Layer 2 ou d'autres techs comme pour les DLT? Alors, je sais pas, parce que le problème de ces DLT, c'est que c'est Corda et Siachen, c'est opaque de chez opaque. Là, vous oubliez l'open source, hein, ça n'existe pas. Hein. On n'a aucune info. Aucune. J'ai cherché, hein. Même aujourd'hui, pour trouver un document technique sur Siachen, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Hein. J'ai trouvé des infos à droite à gauche. Hein. Mais tout ce qui est même Corda, on a une base, hein, on a quelques infos, mais il n'y a pas tout qui est rendu public. Il faut savoir là qu'on est vraiment dans le côté privé, quoi, hein, mais au sens propre, on n'est pas sur le système transparent, ouvert des cryptos publics, on en est à l'opposé. Hein. De toute façon, tous ces consortiums que je vous ai parlé, et c'est pour ça que j'en parle souvent, et pour moi, je pense qu'il y a un intérêt à en parler. C'est tout ce qui est en train de se faire à l'opposé de nous où on est, du côté public. Du côté public. Donc, regarde, je vais me poser un truc là, comme ça, mais pour moi, aujourd'hui, quand on parle d'entreprise, d'adoption par les entreprises, mais on veut aujourd'hui, nous, de la décentralisation, et on ne jure que par ça. Mais une entreprise institutionnelle, mais jamais n'ira se décentraliser à 100%. Jamais. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Aucun intérêt pour eux. Parce qu'ils vont avoir besoin d'une personne vers qui se retourner au cas où il y a un problème. Et ça restera. C'est pour ça que les consortiums vont être mis en place. Les consortiums, ça va être simple. Les validateurs des blockchains de consortium, ça sera les membres du consortium. Ça va être aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin. Ça va être des blockchains fédérés. Et de toute façon, c'est la vision d'R3 Corda. La vision d'R3 Corda, pour eux, c'est toutes les blockchains, on va dire, d'institutionnels seront des blockchains fédérées. Tous les validateurs seront connus. Donc, oui, le code d'Arduino est open source, mais tu vois, après, derrière, tu prends, comme je disais, Siachen, R3, ou Quorum ou Onyx. Putain, j'ai fait des recherches sur Onyx, je suis arrivé en Chine. Ne me demande pas pourquoi ni comment. Je suis arrivé en Chine en faisant des recherches sur Onyx. Mais bon, il faut encore que je creuse ce côté-là. Mais c'est opaque, c'est ultra opaque. Donc oui, clairement, les blockchains fédérées, pour moi, auront un certain impact à jouer parce qu'ils n'auront aucun intérêt à utiliser une décentralisation totale. Alors, moi, j'en suis convaincu. Parce qu'il leur faudra forcément quelqu'un pour accuser quelqu'un si quelque chose se passe mal. Ils auront besoin de personnes forcément de confiance, même si pour nous, on peut inclure ça dans la décentralisation, mais pour eux, non, quoi. Enfin, pour ça qu'aujourd'hui, Kant, pour moi, en termes d'investissement, quand je dis mon cœur va vers Bitcoin, hein, regardez, je suis quelqu'un d'anonyme.
Les premiers tokens que j'ai achetés, c'était des tokens anonymes, du Zcash, du Monero, du Dash, du Enigma, tout ce que vous voulez. Je les ai tous faits, hein. Je les ai tous achetés. C'était tous mes tokens que j'ai achetés initialement. Le problème, c'est que quand je vois tout ça se profiler dans notre, enfin pas dans notre dos, mais entre parler, parce qu'aujourd'hui l'écosystème crypto fait l'autruche par rapport à ces projets-là, et je trouve ça bien dommage parce qu'il y a des infos à prendre à droite à gauche. Hein. Faut pas fermer les yeux par rapport à ce qui est construit. C'est justement là où on va rater des choses. Et c'est pour ça que je me suis tourné de plus en plus vers toute cette merde de consortium, toutes les blockchains privées et tout ça. Hein. Même aujourd'hui, je suis pas pour ça, moi non plus. Hein. Typiquement, je suis contre. Mais mon investissement, en termes d'investissement, je suis désolé, je vais parler comme un Français, hein, mais même les Français vont se reconnaître dans ce que je veux dire. On se fait tellement pris dans le cul qu'au bout d'un moment, il faut se poser la question qu'eux aussi vont faire des choses. Et malheureusement, qu'on soit pour ou contre, il y a des chances que ça soit aussi adopté, que ça marche ou que ça ne marche pas. Tu vois, J'adore que tu dises les Français vont se reconnaître. Je suis désolé. Je veux pas dire que je suis d'accord avec ce que je suis en train de vous présenter ou ce qui se passe derrière avec les gouvernements, les machins et les tout-teams. Mais malheureusement, faut se dire que ces gens-là, ils vont se battre. Hein. Vous croyez pas que les banques commerciales vont disparaître comme ça parce que la blockchain est arrivée. C'est des mecs qui vont se battre comme des tarés pour garder leur place. Il y a Vector en effet qui se lâche. Je te propose que tu gardes cette petite énervement pour le radiologique parce qu'il va te faire du bien. Tu pourras tout bien te lâcher là-bas. Mais après, c'est pour toi. Hein. Je ne sais pas après s'il y a encore beaucoup de présentations ou pas. Non, je vois qu'il y a encore quelques petites questions aussi sur le chat. Et je voulais juste avant que tu partes encore pendant très loin. Je sais pas si tu voulais regarder. Il y avait du souci qui a demandé quelle conclusion peut-on tirer de leur partenariat avec la défense US à ton avis? C'est surtout Simba Chain au final qui va être qui a été subventionné par la défense US. Hein. Donc après oui, si demain des sociétés militaires comme on a vu l'US Navy ou des choses comme ça viennent utiliser Simba Chain comme messagerie fédérale, on va dire confidentielle, si derrière ils veulent de l'interopérabilité, ils vont utiliser l'Overledger, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui l'Overledger est intégré dans Simba Chain. Gourou, en tout cas, il est très chaud à parler après. Hein. On va dans le radiologique, Gourou, après, t'inquiète. Ah, mais moi, je vais être présent aussi. Et puis, il y a aussi, après, ça pourrait être peut-être intéressant, alors à la fin, peut-être d'avoir une certaine conclusion aussi. Puis, il y a ici l'Ertimo, qui dit « Ce serait cool d'entendre à la fin une projection possible de compte dans 10 ans. » Alors, c'est vrai que c'est peut-être de la spéculation et plus qu'autre chose, mais avec toi, ta connaissance, ça peut être assez sympa peut-être d'entendre ça aussi. Ouais, on pourra en parler, ouais. Ok, super cool. Je voulais pas te remettre directement au boulot, hein, mais je fais ça pour ton bien aussi. Allez, de toute façon, il n'y a plus que... Alors, attends que je regarde, moi, parce que moi, j'ai la carte mentale sur un autre écran, vous ne la voyez pas. Mais... il reste deux points, ça va aller. Franchement, on en a pour 10 minutes à tout casser. On peut partir en débat, alors c'est bon. On va pouvoir partir en débat. Excellent. Allez, alors je te laisse. Marque blanche. Donc peut-être certains ça va parler, d'autres peut-être un peu moins. Donc on appelle ça un white label, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'une marque blanche? Une marque blanche est un service ou un produit conçu par une entreprise que d'autres entreprises reprennent à leur compte et commercialisent sous leur propre marque. Il s'agit donc d'un mécanisme commercial de mise à disposition et d'outils ou de produits sans citer la marque ni l'origine de l'information transmise. Juillet 2018. Alors, nous sommes en discussion avec des compagnies, donc on peut passer les autres parce qu'on s'en fout là pour l'instant T, mais je vais juste retenir Tata Consulting Group. Donc, retenez bien ce nom, de toute façon, on va en parler là. Donc, qui est Tata Consulting? Donc, Tata Consulting Service est une entreprise indienne, filiale du groupe Tata, et l'une des les plus importantes sociétés de services en informatique au monde, donc qui emploie 500 000 consultants dans 46 000 pays à travers le monde et possède plus de 100 centres de services. Donc, je vous le remets là. Typiquement, Tata Consulting Service a lancé ses offres de CBDC. Donc, voilà, Tata Consulting est l'un des plus gros services technologiques bancaires dans le monde, incluant plus de 50 institutions.
Alors là, on va parler de Quartz. Donc, première mention de Quartz. On était au 20, ça c'est le premier article qu'il y a sur leur site parlant de Quartz, justement. On était le 23 octobre 2018. Ils ont proposé une interopérabilité. Et c'est un truc que je trouve très intéressant, c'est que on a Gilbert Verdian qui nous a parlé en juillet 2018 qu'ils allaient justement aller en discussion avec des compagnies comme Tata Consulting Group. Et quelques mois plus tard, oh, je suis parti très très loin. On va essayer de revenir. Et quelques mois plus tard, vous avez Tata Consulting qui sort Quartz. Et bizarrement, c'est la même chose que l'Overledger, mais la même chose en tout point. Donc, c'est là, vous avez les mêmes, Hyperledger, R3 Corda, Ethereum, Ripple Network qui est là. Exactement la même chose. Donc, la question est, est-ce que Quant est une marque blanche pour Tata Consulting? Donc là, je n'ai pas de réponse avérée à donner, hein, c'est de la spéculation. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, une société enfin, Gilbert Verdian dit qu'il va parler à cette société, que 6 mois plus tard, ils vous sortent un truc d'interopérabilité complet en 6 mois. Ouais, à voir. Je suis pas convaincu qu'ils aient développé un truc comme ça en 6 mois, 1 an, tu vois. Donc, pourquoi pas que Quant soit une marque blanche directement pour Tata Consulting. Alors, Quant Network adoubé par l'Angleterre. Alors, vous avez dû voir les news de ces derniers jours, hein, que l'Angleterre a un nouveau Premier ministre. Donc, Rishi Sunak. Donc, Rishi Sunak, faut savoir que ce mec est un pro-CBDC et également un pro-crypto. Il est un peu dans les deux camps, il a eu des interviews justement de lui en demandant des trucs sur la crypto, s'il avait du Bitcoin ou de l'Ether, s'il préférait, quel NFT il préférait, etc., etc. Donc, ce monsieur, là, je reprends juste donc vous avez tous vu ce monsieur, de toute façon, dans les derniers jours, hein, c'était relayé par tout le monde, donc ça, vous êtes obligé d'en avoir entendu parler. Je reprends vite fait un compte de Gilbert Verdian, donc qui parlait justement du Trésor de Sa Majesté, justement, qui se lançait dans les CBDC, etc., etc. Donc, c'est pas forcément ce tweet. Et là, on voit qu'il a également notifié Rishi Sunak, hein, on était le 5 avril 2022. Et il y en a un autre, à chaque fois je me trompe de flèche, c'est celui-ci. Content de voir mes anciens collègues du Trésor de Sa Majesté supporter la FinTech et les services financiers. Et alors là, il arrobase Rishi Sunak, et on était en 2021. Donc ça, pour moi, c'est une info encore une fois qui est relativement intéressante, parce qu'en termes de network, on tape encore une fois dans le 1000. Parce que si demain Rishi Sunak vient à parler justement de CBDC ou autre, il y a de fortes chances pour que Gilbert Verdian soit un intervenant dans tout ça. Et nous arrivons à la fin de cette présentation.